Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous reviendrons bien évidemment sur les résultats du baccalauréat 2019. Les rencontres internationales des véhicules écologiques, les rives ont été organisées du côté d'Alès en présence du souverain. À Monaco-Ville, une nouvelle navette électrique et autonome a été présentée. Vous saurez tout sur la 3e journée du Monaco Solar et Energy Boat Challenge avant de découvrir l'odyssée du bateau Energy Observer. Au Grimaldi Forum, la 38e matinale économique Biotech et toujours au Grimaldi Forum, Dali, une histoire de la peinture. Vous découvrirez un reportage consacré à l'exposition et vous entendrez également notre invité du week-end à ce sujet. Il s'agit d'un sujet qui va très certainement vous procurer pas mal de souvenirs. De votre côté, notre journaliste Benjamin Belay s'est intéressé aux résultats du baccalauréat pour les Monégasques et les élèves qui étaient scolarisés en terminale en principauté. Les résultats étaient divulgués au lycée Pierre et Marie Curie de Menton. À quelques minutes de l'ouverture des portes du lycée Pierre et Marie Curie de Menton, la foule se presse. Les étudiants du lycée François d'Assise Nicolas Barré et Albert Ier de la Principauté sont bien évidemment présents et tous n'ont pas le même niveau de stress. Je stresse beaucoup, on appréhende beaucoup nos résultats. Après, je pense l'avoir réussi, mais je ne veux pas m'avancer, donc j'ai quand même peur. J'ai vraiment relaxé après la fin du bac et là ça va. Mais là je suis stressé par contre. J'ai passé le bac, j'ai fait mes premières parties des vacances et maintenant j'attends maintenant, mais après ça va, j'étais pas trop stressée pendant 2 semaines. Il est 10h, les résultats sont affichés, le portail s'ouvre enfin, c'est la délivrance pour les candidats. Explosion de joie, pleurs, cris ou plus sobrement simple sourire de satisfaction, chacun à sa façon savoure le moment. Les désormais ex-lycéens monégasques obtiennent un taux de réussite globale de 96,8%, avec notamment 321 mentions sur 435 candidats. Une fierté pour tous et le début d'une nouvelle aventure pour les bacheliers. Je suis trop contente, il a eu mention bien, je ne m'y attendais pas. J'étais au travail, je ne voulais pas venir et je me suis retrouvée devant mon ordinateur. J'ai dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fous là? Je suis repartie et je suis venue. J'ai vu mention très bien, j'étais hyper content et je suis fier de moi. Et je n'étais pas trop sûr de l'avoir, mais en tout cas là je suis hyper content, c'est tout ce qui compte. Maintenant c'est médecine numerus clausus pour la dernière année, donc ça va être tendu, ça va être chaud, mais on va tout donner comme pour le bac là. Et en espérant avoir les mêmes résultats, ça serait cool. Seconde étape pour les étudiants, c'est le moment de récupérer leur livret scolaire afin d'avoir le détail des notes. Les professeurs des lycées monégasques sont présents et ont un petit mot de félicitations pour chaque bachelier. Merci. Les impressions? Les impressions, surpris. Tu t'es donné les moyens? Un mois avant. Mais tu t'es donné les moyens. C'est ça le plus important. Jusqu'au dernier moment, ils ont coaché leurs élèves pour les aider. Dans les dernières semaines, c'est vrai que c'est beaucoup de coaching, c'est beaucoup de travail sur la confiance en soi parce que finalement, ça peut se jouer à ça. Il y a des fois des très bons élèves qui à cause d'un problème de confiance, vont avoir des résultats beaucoup moins bons que ce qu'ils espéraient. Et puis là, on l'a vu récemment avec un de nos élèves, un élève qui a été limite toute l'année et qui finalement là a son bac du premier coup sans l'oral parce qu'il a justement travaillé sur cette confiance, il a bossé les bonnes matières au bon moment et ça paye. Si une majorité des adolescents sont en vacances, d'autres ont encore un dernier week-end de bachotage devant eux. Ils ont rendez-vous lundi pour passer 2 € afin de valider leurs 3 années de lycée. Bon courage à eux. Et nous allons prendre à présent la direction d'Alès où un rendez-vous entièrement dédié à l'écologie et à la protection de l'environnement est organisé chaque année. C'est un événement autour des véhicules auquel a assisté son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Dominique Poulain et Alexandra Paolini étaient sur place pour vous. À son arrivée au pôle mécanique d'Alès, le prince Albert II est accueilli par le maire d'Alès, Max Roustan, et par le ministre français de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Trouver des solutions pour réduire le gaz à effet de serre lié au transport, c'est l'enjeu des Rives, les rencontres internationales des véhicules écologiques inaugurées par le prince et le ministre sous près de 40 degrés. Dans son discours, Albert II défend la nécessité de passer à des véhicules propres, un enjeu vital pour freiner le réchauffement climatique et réduire la pollution urbaine. Nous avons, comme vous le savez,
propre programme de transition énergétique à Monaco, mais même avant la transition énergétique, de valorisation de la mobilité propre. Mais grâce à des événements comme EVER à Monaco, mais comme Rive ici à Alès, c'est pour faire porter le message encore plus loin et encore plus fort sur le fait que la mobilité propre est une réalité, et qu'elle est moins coûteuse que l'on pense et qu'elle est de grande qualité. Et donc je pense que c'est une proposition maintenant de plus en plus attractive, mais qui en plus est nécessaire si l'on veut combattre le changement climatique. C'est l'occasion aussi pour le prince Albert de s'entretenir en privé avec François de Rugy. Les discussions portent sur la COP25, la COP15 sur la biodiversité, sur les aires marines protégées ainsi que sur les océans. Les conférences organisées dans le cadre de ces rives permettent de faire le point sur les problèmes de mobilité et de transport durable. Les ventes de voitures électriques en France ont atteint un peu plus de 30 000 unités en 2018. La principauté, elle, compte plus de 5% de véhicules électriques immatriculés dans le parc monégasque. Aujourd'hui, constructeurs et politiques œuvrent de plus en plus au développement des voitures électriques, car l'avenir de la planète passe par ces véhicules. Les véhicules électriques, quelle que soit par ailleurs la source de production d'énergie, aujourd'hui provenant de batteries, demain peut-être provenant d'hydrogène, sont l'une des rares solutions pour conserver ce progrès considérable qui a été fait depuis la fin du 19e, le début du 20e siècle, qui est de pouvoir se déplacer, mais dans des conditions qui ne soient pas préjudiciables. On essaie de s'y préparer depuis quelques années, ça n'est pas facile, puisque tout changement qui est un changement d'ordre culturel, finalement, implique, je dirais, des réticences, des résistances, etc. Les choses évoluent vite maintenant, et finalement, en l'espace d'une vingtaine d'années, on met sur le marché tous les produits qui permettent d'assurer une mobilité propre désormais. Donc ce n'est plus maintenant qu'une question de choix, de conviction. Les rencontres sont également l'occasion de présenter en essai des véhicules à énergie alternative sur le circuit de vitesse du pôle mécanique d'Alès, long de 2,5 km. Et le prince Albert teste la toute dernière Jaguar 100% électrique. Sur le Rocher, vous pouvez désormais monter à bord de la toute première navette autonome et électrique. Voyez dans ce reportage de quelle manière elle se présente. Nous avons suivi le parcours à travers les remparts. Elle est l'un des éléments phares de la Smart City Monaco et d'Extended Monaco. Il s'agit de la navette autonome. 4 arrêts sont desservis, place du Palais Princier, cathédrale, musée océanographique et place de la Visitation. Des lieux très touristiques et par conséquent très prisés. Les caractéristiques de cette navette sont nombreuses. Sachez qu'elle est électrique et autonome. Elle s'inscrit donc à la fois dans la transition énergétique et la transition numérique de la principauté. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille tous ensemble, le gouvernement, mais aussi la CAM et d'autres acteurs de la ville au final sur ce projet de navette autonome. On apprend, voilà, c'est le bon terme, on essaye d'apprendre et de comprendre comment ces navettes, comment ces technologies de mobilité autonome pourront demain, parce que c'est pas pour tout de suite, mais pourront demain, d'ici quelques années, être des bons compléments de nos mobilités traditionnelles, de nos lignes de bus traditionnelles. Comment est-ce qu'on pourra utiliser ces technologies dans des zones piétonnières par exemple, ou en dernier kilomètre par exemple, pour compléter un parcours de bus et desservir une grande tour qui serait un peu isolée ou un quartier qui serait un petit peu isolé. Voilà ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui au travers de cette expérience. On essaye de recueillir de la donnée pour essayer de voir si sur le plan culturel, si sur le plan technologique, est-ce que notre réception GPS est la bonne, est-ce que nos voiries sont adaptées. Voilà, on essaye d'apprendre et on va multiplier ces tests dans les prochaines années pour essayer, le moment venu, d'être prêt à les déployer et d'être probablement l'un des premiers pays à les déployer commercialement. Et cette navette est gratuite. Elle peut accueillir 15 passagers, propose 11 places assises. L'exploitation est confiée à la compagnie des autobus de Monaco en partenariat avec le groupe de transport Keolis. Elle est fabriquée par la société française Navia. Le but étant toujours de reporter l'utilisation de la voiture sur du transport collectif, si possible vertueux et intelligent. Donc c'est vraiment une première étape. Il faut le voir comme une expérimentation qui nous permet de nous préparer sur le plan réglementaire, fonctionnel,
technologiques aux mobilités de demain. Je pense que les messages commencent à passer et en tout cas le gouvernement fait tout pour que les utilisateurs, les usagers s'orientent sur des mobilités un peu différentes, que ce soit la marche à pied, j'insiste à chaque fois qu'on se voit, mais exactement, mais c'est vrai qu'à Monaco c'est vraiment le mode de transport, je dirais, le plus simple et le plus rapide, mais aussi on a un réseau bus qui fonctionne très bien avec des très bonnes fréquences. On développe bientôt, et on se verra la semaine prochaine, un Monabike, donc un nouveau système de vélo en autopartage, tout neuf, tout moderne. Et si les arrêts de la navette correspondent à des lieux très touristiques, cette navette n'en est pas moins destinée aux Monégasques et résidents, notamment ceux qui travaillent ou vivent à Monaco-Ville. Au mois de septembre, elle devrait parcourir un autre quartier, celui du Larvoto, du Grimaldi Forum vers les hôtels. Septembre, une période où Monaco commence à accueillir de nombreux congressistes. Nous vous parlons depuis quelques jours du Monaco Solar Boat Challenge qui a lieu dans le port Hercule et du côté du Yacht Club de Monaco. Eh bien, nouvelle étape franchie aujourd'hui avec notamment une très belle parade. Benjamin Belay va vous en dire plus dans ce reportage. À quelques heures du début des qualifications, les 34 équipages du Solar Energy Boat Challenge règlent les derniers détails techniques de leurs embarcations. Ces dernières sont réparties en 3 catégories. Une première classe solaire, une deuxième regroupant des embarcations toutes électriques déjà présentes sur le marché, dites offshore, et enfin une catégorie associant plusieurs énergies renouvelables. Les participants vont ainsi s'affronter pendant 3 jours à travers différentes épreuves pour tester les bateaux qu'ils ont créés, mais ici la victoire n'est pas le principal objectif. Le but, c'est de montrer qu'aujourd'hui, c'est possible aussi dans le milieu du yachting, parce que ce qui est faisable sur des petites unités, on veut le voir se développer sur les plus grandes. Donc on a toutes ces énergies qui commencent avec les petites unités. L'hydrogène existe déjà sur de plus grandes unités également. Donc oui, c'est le yachting de demain, c'est le futur. Ce premier jour d'épreuve est l'occasion d'assister à la traditionnelle parade. Elle s'organise sous la forme d'un petit circuit dans le port Hercule et s'étend jusqu'au musée océanographique. Ce challenge international réunit 300 participants, étudiants et ingénieurs, chacun apprend grâce à cette expérience. On a dû apprendre à gérer beaucoup d'administratifs, apprendre à aller démarcher des sponsors, à travailler avec des industriels, aller essayer de négocier aussi, c'est le jeu. Et après d'un autre côté, le côté très technique, donc apprendre à souder, apprendre à meuler, découper, l'électricité, les panneaux solaires, gérer tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. On a relevé le défi. Au début, on était parti sur des idées très basiques, donc on utilisait le projet avec des batteries, quelque chose de très simple. Au final, on a vraiment relevé le challenge. Je me suis dit, on part sur un projet très innovant parce que c'est effectivement quelque chose qui n'a jamais été fait. Et c'était pour apprendre aussi, parce qu'effectivement, dans un projet comme ça, il faut de l'expérience. Nous, on a appris tous les jours. Outre les compétitions, cet événement propose des conférences et ateliers. On y aborde des problématiques autour des énergies renouvelables dans le milieu du yachting, une bonne façon de mêler sensibilisation et plaisir. Dans notre édition précédente, nous vous parlions d'une table ronde consacrée à l'hydrogène. Eh bien aujourd'hui, concrétisation et illustration avec l'Energy Observer. Un pas de plus vers les nouvelles technologies. Depuis 2 ans, le navire Energy Observer est le symbole de l'efficacité d'une chaîne de production énergétique qui repose sur l'association de différentes énergies renouvelables. Considéré comme le bateau du futur, il suscite la curiosité, notamment sur son système d'utilisation. Alors Energy Observer, c'est un navire qui symbolise le futur de l'énergie, une énergie propre, décarbonée. On était venu en décembre 2017 à Monaco avec ce navire qui fait un tour du monde pendant 6 ans pour montrer que ce système énergétique est efficient, qu'il fonctionne et pour montrer le potentiel des énergies renouvelables et de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Un bateau hybride et vertueux dont l'efficacité a déjà été prouvée. On a fait 22 pays avec ce bateau, on a fait plus de 40 escales, on a fait plus de 15 000 milles nautiques et on s'est rendu compte que ce système fonctionnait extrêmement bien. C'est un navire qui utilise une propulsion électrique, qui utilise différentes sources d'énergie renouvelable, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien et qui a la capacité de stocker son énergie et dans des batteries et dans de l'hydrogène qu'on produit à partir de l'eau de mer. Donc c'est un bateau qui est extrêmement complexe, qui est entièrement digitalisé, qui est très intelligent. Certaines améliorations restent à prévoir, d'où la création de la filière Energy Observer Développement qui permet de relancer le projet et les ambitions d'avenir. On va annoncer le lancement de 3 entités.
Energy Observer Développement, mais on va avoir 3 activités. La première, c'est un bureau d'études qu'on appelle Energy Designer, qui va faire des études pour valoriser les énergies renouvelables et les capitaliser sous forme d'hydrogène. La deuxième partie, c'est des écosystèmes hydrogène 360. Parce que ici, pourquoi est-ce qu'on fait l'annonce à Monaco? On a un bateau à l'origine. Le yachting et les bateaux sont un des gros consommateurs aujourd'hui potentiels de l'hydrogène. Et c'est très important dans le déploiement de l'écosystème hydrogène. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle un groupe électro-hydrogène, un générateur qui va transformer de l'hydrogène en électricité pour remplacer les générateurs diesel, et ça va permettre à la fois de produire de l'électricité à bord des bateaux pour avoir des bateaux électriques avec un stockage en hydrogène qui permet d'être 4 fois plus léger que des batteries et surtout qui se recharge instantanément. Ce bateau de 30 mètres de long et 13 mètres de large est le premier navire hybride autour du monde. Energy Observer a été nommé premier ambassadeur des objectifs de développement durable par le ministère de la Transition écologique et solidaire. La fin de son tour du monde est prévue pour 2022. Économie à présent avec cette matinale proposée ici au Grimaldi Forum autour d'un thème bien précis, la biotech. Sur place se sont succédés notamment Fabrice Marquet ou encore Frédéric Ginta. Voyez notre reportage. La 38e matinale économique a eu lieu au Grimaldi Forum. Il s'agissait de la 3e édition transfrontalière. Témoignages d'experts, de scientifiques et d'acteurs économiques à la fois publics et privés ont permis d'obtenir plusieurs éclairages sur les biotechnologies, véritables leviers qui ouvrent de nombreuses perspectives innovantes dans des domaines aussi divers que l'agriculture, l'alimentation, les cosmétiques et la santé. L'innovation doit participer à l'attractivité du territoire et qui mieux que les entrepreneurs justement qui ont l'habitude de travailler ensemble pour valoriser, pour mettre en avant ces synergies et donc tout l'atout de notre territoire qui agrège les savoir-faire de la Principauté et de la Côte d'Azur. Ça couvre en fait toutes les expertises de la Principauté avec son accélérateur également, son incubateur, et puis la relation exceptionnelle avec Nice, le C2EI. Et puis on découvre en fait des pépites qu'on ne connaissait pas. Donc là avec Inalv, on découvre une très belle entreprise à forte croissance. Didier Zocola du Centre scientifique de Monaco, Fabrice Marquet de Monacotech, Rachid Benchawir de Coraliotech et Frédéric Ginta, délégués interministériels chargés de la transition numérique, se sont notamment succédés afin de parler du savoir-faire et des atouts de la Principauté en matière d'innovation. J'ai toujours soutenu également les coopérations transfrontalières, puisqu'à mon sens, surtout avec les scissions qu'on peut observer aujourd'hui entre les pays européens, où finalement il y avait une supposée disparition des frontières avec la création de l'Europe, et on assiste aujourd'hui à des levées de boucliers dans différents pays et à des Brexit et autres. Eh bien, les initiatives transfrontalières pour promouvoir le territoire de la Côte d'Azur, de la Ligurie et bien sûr de la Principauté de Monaco autour d'un bassin méditerranéen qu'on veut tous protéger, ce sont des initiatives formidables. La biotech constitue-t-elle un défi commun au service de nos ressources? Qui investit dans la biotech ou encore quelles solutions sur nos territoires? Toutes ces questions ont été posées et ont ainsi permis le développement de plusieurs échanges. L'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brève. La voici. L'association Femmes Leaders Mondial Monaco vient de remettre 2 chèques d'une valeur de 20 000 € chacun au centre cardio-thoracique de Monaco et au centre hospitalier Princesse Grace, soit 40 000 € au total pour aider les femmes qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Lors de cette remise de chèques, plusieurs médecins étaient présents, ainsi que le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, et la directrice du CHPG, Benoît de Sevelinge. Les fonds ont été récoltés début avril lors du gala Sauver le cœur des femmes. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. Et nous allons rester au Grimaldi Forum pour découvrir à présent Dali, une histoire de la peinture. L'exposition du Centre de congrès et de culture a ouvert ses portes. Visite dans ce reportage. Il y a tout juste un mois, nous vous proposions une plongée en Catalogne à la découverte du triangle dalinien. Désormais, la grande exposition estivale consacrée à l'artiste a ouvert ses portes au Grimaldi Forum. Et le titre de ce rendez-vous artistique, Dali, une histoire de la peinture, tient toutes ses promesses. Les œuvres proposées permettent aux visiteurs d'admirer le travail de Salvador Dali, mais aussi de traverser le XXe siècle. Je ne suis peut-être pas la plus objective, mais je trouve que c'est une très belle exposition. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord c'est une exposition qui est rétrospective de l'œuvre,
Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant sur un peintre comme Dali, qui a été pluriel, qui est un peintre qui a abordé beaucoup de mouvements artistiques, qui est d'une créativité incroyable, de pouvoir véritablement présenter un parcours exhaustif de tous les mouvements qui l'ont inspiré, qui l'a traversé. Ensuite, parce que je trouve que la scénographie est finalement très réussie. On respire, hein, on sent, je trouve, on est vraiment dans les paysages qui ont porté Dali tout au long de son parcours créatif. Ici, tout a été pensé en amont, rien n'a été placé au hasard. Une scénographie très étudiée a vu le jour comme pour offrir un merveilleux écrin monégasque aux œuvres de l'artiste. Le parcours est donc conçu pour aussi répondre à cette relation d'immersion devant l'œuvre de Dali qui est de petit format, de sorte que chaque salle en fait est annoncée d'abord par un sas didactique pour que l'on comprenne le contexte de l'œuvre de Dali, ses rencontres, ses influences. Et ainsi le visiteur peut vraiment rentrer dans cette peinture, pénétrer dans cet univers dalinien et comprendre à quel point, je dirais, la lumière méditerranéenne, les détails de ces rochers des baies de Créous, cet environnement, ce paysage va influencer Dali. Dali, une histoire de la peinture que vous pourrez découvrir jusqu'au début du mois de septembre. L'exposition est destinée à toutes les générations et pas seulement aux spécialistes de Dali. La jeunesse sera aussi sensibilisée à travers plusieurs ateliers. Montse Aguerre, bienvenue sur Monaco Info et merci de nous accorder ces quelques instants. Merci à vous. On va, pour débuter, faire une petite piqûre de rappel et rappeler justement que nous nous étions rencontrés au cœur du triangle dalinien il y a quelque temps. C'était l'objet d'ailleurs d'un Focus Info. Et à cette période-là, il y a un peu plus d'un mois, vous nous parliez de l'exposition justement qui allait être ici consacrée à Dali au Grimaldi Forum. Cette exposition est désormais ouverte au public. Alors, quel regard portez-vous justement sur tout ce travail accompli ? Oui, on apporte un regard différent. On veut parler à nouveau de Dali peintre, de la passion pour peindre, de l'atelier, de technique, de maîtrise. Tout à fait, les Dali personnages sont aussi présents, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de documentaires, photos, mais surtout le focus est sur la peinture. Alors peinture et on le voit, l'accent a aussi été mis sur plusieurs photographies en grand format. C'est pour justement mieux comprendre l'artiste et les lieux qu'il affectionnait particulièrement. Oui, parce que nous avons recréé un atelier idéal qu'il avait conçu. Alors c'est la première fois qu'on recrée cet atelier. Et il y a aussi la palette, des pinceaux, des spatules. Alors c'est un peu le fétichisme d'un Dali intime, un Dali que nous connaissons très bien, le Dali surréaliste, mais pas peut-être toute l'évolution de Dali. Un Dali impressionniste, un Dali cubiste, un Dali qui se relationne avec Andy Warhol. Il y a beaucoup de Dali, mais toujours il y a des constants que c'est la peinture, sa relation avec les paysages, avec ses contemporains, avec les grands maîtres du passé, avec la Renaissance. Alors je crois qu'on va comprendre mieux l'univers pictural et intellectuel de Dali. Vous êtes commissaire de cette exposition ici au Grimaldi Forum. Il était important à vos yeux justement de proposer aussi ces fenêtres, ces ouvertures que l'on voit derrière vous. Oui, l'installation c'est formidable. On a très bien travaillé avec Forum Grimaldi et on a décidé que la fenêtre était un élément significatif dans l'œuvre de Dali et aussi dans l'exposition. Nous avons toujours des fenêtres à travers lesquelles nous voyons d'autres œuvres et surtout les paysages. D'où viennent justement toutes les œuvres que l'on peut découvrir au fil de l'exposition? Oui, les œuvres viennent de Figueras, la plupart, mais aussi du Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, du Dali Museum in St. Petersburg, Florida, de quelques collectionneurs privés. Il faut une belle sélection d'œuvres.
Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas la volonté, d'ouvrir cette exposition, j'allais dire, à ceux aussi qui ne connaissent peut-être pas grand-chose sur Dali, ou est-ce qu'elle s'adresse plutôt à des spécialistes de l'artiste? Non, cette exposition s'adresse à tout le monde. C'est une exposition conçue pour bien comprendre Dali. Si tu le connais, tu peux approfondir, et si tu ne le connais pas, tu apprends beaucoup sur Dali. Alors c'est pour tous les publics. Alors, nous sommes en principauté de Monaco. Je sais que Salvador Dali et Gala étaient venus à plusieurs reprises ici. Est-ce qu'il y a justement des liens dans l'exposition avec Monaco? Oui, il y a une peinture très spéciale, Violette impériale, qu'on l'a prêtée juste pour Monaco parce qu'elle a été peignée à Roquebrune, à la maison de Coco Chanel. Alors c'est une peinture significative, un peu sombre, parce qu'elle s'appelle à la guerre, au sentiment d'angoisse et peur, mais une peinture exceptionnelle. Vous qui êtes une spécialiste de Dali, est-ce que vous avez le sentiment quand même toujours d'apprendre encore des choses sur lui, année après année, que vous ne saviez peut-être pas encore auparavant? Oui, j'ai toujours appris parce que Dali était très curieux, il voulait tout apprendre, alors il vous contamine dans ce sentiment. Alors il s'approchait à la science, il était dessinateur, il faisait des décors, il dessinait tout le temps, alors tu apprends tout le temps. Est-ce que l'idée aussi dans cette exposition, et on le voit au fil de nos pas, c'est d'apporter aussi quelques explications avec des petits textes, certains écrits? Oui, il y a une explication avant de chaque période de son parcours. Il y a des explications avec photos et surtout il y a Dali lui-même qui dans des petits documentaires ou filmations nous exprime des sentiments où il parle de son œuvre. Et je crois que c'est significatif que Dali soit présent aussi. Quels sont, parce que je sais qu'il y en avait quelques-uns, et d'ailleurs je crois même qu'il leur avait attribué des notes, quels ont été les artistes que Dali aimait par-dessus tout? Oui, il aimait Vermeer, il aimait Léonard, il aimait Raphaël, il aimait Velázquez, Picasso, beaucoup, contemporain, surtout Picasso, et tous les grands maîtres du passé, parce qu'il était obsédé par la technique, la précision, parce qu'en effet, Dali voulait refléter la réalité. La réalité soit réelle, soit imaginée, soit la réalité de nos rêves, mais il voulait une projection de la réalité. Il voulait certaine précision. Dans cette réalité, il y a sa famille qui est très importante. Je pense au début à sa sœur, puis ensuite à son épouse, Gala. Vous pensez que, allez, on va dire, la carrière, la vie, le parcours de Dali n'auraient pas été les mêmes sans ces femmes autour de lui? Oui, c'est évident. Sa sœur aussi écrivait, était une personne très intelligente, très ironique, comme on m'a dit. Et Gala aussi n'était pas seulement une muse, était une femme très intelligente qui était avec les surréalistes, qui avait connu, était riche, traversé toute l'Europe pour être à Paris avec Paul Éliard, son premier mari. Oui. Alors, des femmes exceptionnelles. Merci beaucoup Montse Aguerre pour toutes ces précisions, et on rappelle donc que ça y est, Dali, une histoire de la peinture, a ouvert ses portes au Grimaldi Forum et que l'exposition est à découvrir jusqu'au début du mois de septembre. Merci, j'espère que tous les monégasques pourront visiter l'exposition plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de documentation aussi, et je crois que c'est amusant d'entendre Dali et bien comprendre sa pensée. Merci encore. Merci. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de cette exposition qui est à découvrir, je vous le rappelle, ici même au Grimaldi Forum. Passons à présent à vos prévisions météo.
Après dissipation de quelques nuages matinaux, le temps sera ensoleillé ce samedi. Il fera 23 degrés le matin et 27 l'après-midi. Le vent soufflera à 20 km/h et la température de l'eau sera de 27 degrés. Dimanche, le ciel peu nuageux laissera vite la place à un temps ensoleillé. Les températures 22 le matin, 28 l'après-midi. Lundi, il fera beau, même si le ciel se voilera progressivement l'après-midi. Il fera 23 degrés le matin, 28 degrés l'après-midi. Mardi, de belles éclaircies, mais le temps deviendra orageux l'après-midi et des averses ne sont pas à exclure. 24 degrés le matin, 27 degrés l'après-midi. Mercredi, le ciel deviendra nuageux au fil de la journée avec des possibilités d'averses. Il fera 24 le matin et 27 l'après-midi. Éclaircies et orages seront au programme du jeudi avec toujours des averses possibles. Les températures 21 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Très bon week-end à tous.